Alors, le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui, en fait, s'inscrit dans une réflexion qu'on a au niveau de l'équipe nationale Tetrae, une réflexion qui porte sur la nature des partenariats qui se nouent dans le programme à l'échelle des différents projets. L'an dernier, on avait mené une enquête sur les types de partenariats à proprement parler et les types de partenaires qui étaient impliqués dans le programme Tetrae. Et cette année, on a voulu poursuivre la réflexion en proposant ce stage qui porte davantage sur la question des agro-living labs. Vous savez que le modèle, enfin le programme Tetrae s'inspire des logiques de recherche en partenariat de type agro-living lab, des dynamiques d'innovation ouverte qui ont pas mal inspiré les principes de structuration à la fois du programme et des différents projets. Et donc, on voulait avoir une connaissance peut-être un peu plus précise de la proximité des dispositifs qui se sont mis en place au sein des projets, de leur diversité, de la proximité donc de ces dispositifs avec le modèle d'Agro Living Lab. Et donc, on a proposé ce stage autour de deux grands axes, hein, qui sont d'abord les processus de gouvernance, et donc essayer de rendre compte de la nature et de la diversité de ces processus de gouvernance, et puis qu'est-ce que ça voulait dire aussi en termes de processus de création de connaissances et de type de connaissances produites au sein de ces dispositifs. Donc, pendant 6 mois, Maëva a travaillé sur la question. Elle va vous restituer les éléments de réflexion pendant une vingtaine de minutes, et puis ensuite, on aura l'occasion de débattre de ces résultats. Donc, Maëva, je te laisse tout de suite la parole. Ça marche, merci beaucoup pour l'introduction et bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de vous voir et merci encore pour ceux qui avaient participé à cette étude. Donc, mon travail a porté sur les agro-living labs dans le cadre du programme Tetrae et comment ces dispositifs fonctionnent comme des espaces d'innovation ouverte pour la transition des systèmes agroalimentaires à l'échelle des territoires. Donc, pour une très brève introduction, comme vous le savez tous, les systèmes agroalimentaires aujourd'hui sont au carrefour de grands défis écologiques, sociaux, euh, et un grand nombre de littératures mettent en avant un besoin urgent de transition systémique de ces systèmes agroalimentaires. Et parmi les outils conçus pour soutenir ces transitions, on trouve les agro-living labs, qui sont donc un type de living lab appliqué aux systèmes agroalimentaires. Donc les living labs, ce sont des écosystèmes d'innovation ouverte où une diversité d'acteurs, incluant des agriculteurs, chercheurs, décideurs politiques et sociétés civiles, collaborent pour co-créer et pour tester des solutions dans des contextes réels. Donc, ce sont en fait des processus assez évolutifs et intégrés dans des contextes locaux spécifiques. Et donc, dans ce cadre-là, vous connaissez tous le programme Tetrae, donc, qui est cofinancé par INRAE et 8 régions françaises à l'échelle de la métropole. Donc, Tetrae tient pour transition des territoires, de l'agriculture, en territoire, pardon, il y a une faute là, de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et donc, il y a 19 projets à l'échelle nationale sur une période de 5 ans euh, qui visent à explorer de nouvelles formes de collaboration entre la recherche et la pratique. Et donc, ces projets s'inspirent grandement du concept d'agro-living lab. Cependant, les dispositifs qu'on a étudiés ici sont encore assez jeunes et donc on va parler plutôt de dispositifs d'innovation ouverte inspirés par les agro-living labs plutôt que d'agro-living labs développés en tant que tels. Voilà, donc la littérature actuelle se concentre principalement sur les résultats ou sur les méthodologies des agro-living labs, mais pas réellement sur les dynamiques internes qui font qu'ils fonctionnent et qui les rendent efficaces. Et donc, en particulier, 3 points restent à explorer, que sont l'interaction entre les règles formelles et les relations informelles, l'influence de l'organisation sur les trajectoires et les évolutions de ces initiatives d'innovation ouverte, et les mécanismes d'apprentissage mutuel en tant que tels. Et donc, pour essayer d'explorer un petit peu plus en profondeur ces points pour Tetrae, on s'est posé la question, qu'est-ce qui caractérise les dynamiques des agro-living labs au sein de Tetrae et quelles leçons en tirer pour leur gouvernance et pour leur collaboration?
Donc, pour essayer d'analyser ces dynamiques internes, on s'est basé sur quatre propositions qu'on a retrouvées aussi dans la littérature sur lesquelles on s'est basé. Donc, la première concerne les régimes de gouvernance des agro-living labs. Et donc, on propose que les agro-living labs fonctionnent via des régimes de gouvernance hybrides, c'est-à-dire en combinant des mécanismes formels, donc des comités de pilotage, des rôles définis, etc., mais aussi des dynamiques informelles, donc tout ce qui est sur le relationnel et la création de confiance au sein des différents acteurs impliqués. Euh, Ensuite, on propose que la capacité des agro-living labs à adapter leur structure organisationnelle au fil du temps est vraiment cruciale pour rester pertinent et pouvoir saisir les différentes opportunités ou contraintes qui se présentent au fur et à mesure du projet. Concernant la coproduction des connaissances en tant que telle, on propose que celle-ci dépend beaucoup de la diversité des compétences et des types d'expertise impliqués dans les agro-living labs et de la capacité de l'agro-living lab à créer un espace de co-apprentissage pour ces différentes formes d'expertise. Et enfin, on va parler d'ancrage territorial, qui est un point assez central dans Tétrae particulièrement. Euh, et donc, on propose que l'ancrage territorial des agro-living labs façonne les processus dont je vous ai déjà parlé et est aussi façonné par eux dans une interrelation à double sens. Donc voilà le cadre analytique qui a guidé toute cette étude. Et donc, pour essayer de répondre à ces hypothèses-là, on a commencé par une revue de littérature basée principalement sur les agro-living labs, l'innovation ouverte et la transformation des systèmes agroalimentaires. Et on a complémenté ça avec une enquête exploratoire auprès de quatre experts internationaux des agro-living labs. Donc le projet est basé sur Tetrae et ses 19 projets, mais on s'est en fait vite rendu compte que les projets ne sont pas des agro-living labs en tant que tels. Par contre, ils accueillent et ils soutiennent des initiatives qui peuvent se rapprocher de dispositifs d'innovation ouverte et d'agro-living lab. Donc le premier travail a été d'abord d'identifier ces dispositifs-là via de la lecture de documents et via des échanges avec les responsables des différents projets. Donc on a identifié 34 dispositifs dans Tetrae. Et on a ensuite adressé un questionnaire à certaines personnes clés dans ces dispositifs. Donc le questionnaire basé sur les quatre axes que j'ai présentés dans le cadre analytique à la slide précédente. Et donc ensuite, les données collectées sur ce questionnaire ont été analysées avec des statistiques, donc une ACM et une CAH, pour essayer de faire une classification et donc une typologie préliminaire du type de dispositif qu'on retrouve dans Tetrae. De ces dispositifs, on en a ensuite sélectionné trois pour aller regarder un petit peu plus en profondeur ce qui s'y passait. Donc, avec trois cas d'études où on a conduit donc, des entretiens semi-directifs, de l'analyse de documents et des observations de terrain. Et tout ça a été analysé via des grilles d'analyse thématiques. Voilà, donc je vais d'abord vous présenter les résultats de l'enquête par questionnaire et des analyses stats qui en ont découlé. Donc, on a identifié quatre types de dispositifs d'innovation ouverte dans le cadre du programme Tetrae. Le premier que je voulais vous présenter est celui que nous avons appelé les dispositifs orientés vers la recherche. Donc, typiquement, ils sont dirigés par des équipes universitaires ou de recherche et les partenaires vont jouer un rôle un peu plus périphérique ou de consultation. Le territoire ici sert de terrain d'essai pour la recherche et la priorité est vraiment accordée aux résultats de recherche euh, et aux innovations méthodologiques qu'il peut y avoir sur ces différents projets. Ensuite, à l'autre extrémité du spectre de type, des dispositifs qu'on a identifiés, euh, on peut retrouver les agro-living labs transformateurs. Donc ici, je vais essayer de prendre un exemple pour être un peu plus concret. Je vais prendre l'exemple de Bicoque, qui est un projet Tetrae dans le sud-ouest de la France euh, et qui vise à développer des clusters de bioéconomie circulaire autour de la biomasse régionale, donc par exemple la résine de pin. Et donc, Bicoque ou d'autres dispositifs au sein de ce type-là euh, ont une gouvernance partagée entre les différents acteurs impliqués, donc avec une grande diversité d'acteurs impliqués dans ce genre de projet, où la recherche elle-même est co-construite depuis la définition des questions. Euh, et donc, dans ces projets, on retrouve un fort ancrage territorial où le territoire et ses acteurs jouent un rôle assez important. Par exemple, dans Bicoque, le projet est ancré dans la zone agroécologique des Cévennes. Et donc, leur objectif est non seulement d'innover technologiquement,
euh, mais aussi de repenser l'ensemble des flux de biomasse à l'échelle de la région, et donc essayer d'aligner l'innovation du projet avec les défis territoriaux réels, et sur le plus long terme, avoir un impact sur les politiques régionales. Le troisième type que j'aimerais vous présenter, nous l'avons appelé les dispositifs à participation technique. Donc ici, je vais prendre l'exemple du projet Translag en Pays de la Loire, qui se concentre sur l'augmentation de la consommation de légumineuses en développant de nouveaux produits type des snacks ou des repas à partir de légumineuses d'origine régionale uniquement. Donc voilà, dans ce type de dispositif-là, la gouvernance est axée sur la recherche également et les partenaires ont aussi un rôle assez consultatif. Donc par exemple, dans Translag, c'est les universités et les instituts de recherche qui coordonnent et les agriculteurs, les transformateurs et les autres organisations professionnelles impliquées ont un rôle consultatif où ils peuvent aider à affiner les questions ou à valider certains résultats, mais ils ne sont pas co-responsables dans la direction du projet directement. Donc, dans les dispositifs à participation technique, euh, ils ont un gros focus sur l'interdisciplinarité, mais qui reste au niveau technique ou sectoriel. Et donc, le territoire joue un rôle important, mais souvent sur un aspect un peu plus fonctionnel. Donc, par exemple, dans Translag, les territoires sont une zone pilote, pardon, où les chercheurs et les producteurs peuvent tester ensemble des innovations à base de légumineuses. Et donc, l'objectif, c'est pas de reconfigurer l'ensemble du territoire, mais plutôt de réaliser des avancées pratiques et spécifiques à certains secteurs pour essayer d'apporter une valeur ajoutée au niveau local. Voilà. Et donc, le dernier type de dispositif que j'aimerais vous présenter, c'est ce que nous avons appelé les réseaux collaboratifs. Ici, je vais prendre l'exemple de Partage, qui est un projet en région Auvergne-Rhône-Alpes et qui s'intéresse à des questions de vieillissement de la population, de nutrition et d'initiatives alimentaires pour les personnes âgées. Donc, ce type de dispositif-là est dirigé par le territoire. Donc, c'est vraiment les acteurs de territoire qui ont initié le projet et qui sont ensuite accompagnés et soutenus par la recherche, avec une gouvernance qui peut être collaborative ou adaptative. Donc, par exemple, dans Partage, on a un petit groupe de dirigeants qui coordonnent les activités, mais le travail réel est effectué via des groupes de travail qui mêlent universités, autorités locales, établissements de santé, banques alimentaires ou professionnels de santé, qui vont donc s'asseoir autour d'une table ensemble et essayer de s'accorder par consensus. Voilà. Et donc, les réseaux collaboratifs visent à produire principalement des connaissances directement actionnables par les partenaires de terrain. Les résultats scientifiques sont bien sûr aussi un objectif et sont produits, mais ils ne sont qu'un aspect de ce type de dispositif. Euh, donc voilà, ces quatre types donnent un peu une idée assez représentative de ce qu'on peut retrouver dans Tetrae, mais il est aussi important de regarder au-delà de ces quatre groupes parce qu'on retrouve des dynamiques assez transversales et qui coupent euh, à travers les quatre groupes. Donc tout d'abord sur la perception, donc les gens ne perçoivent pas toujours leur propre dispositif de la même manière. On a eu quelques cas comme ça ici avec ce jeu de données. Et donc, on a remarqué que ces différences dépendent principalement de l'expérience personnelle ou professionnelle des personnes interrogées. Celles qui vont être plus familières avec des méthodes participatives vont être peut-être plus exigeants et un peu plus critiques au regard de leur propre dispositif, quand des personnes qui sont nouvelles arrivantes dans les méthodes participatives vont être plus facilement impressionnées, ce qui peut amener un même dispositif à être statistiquement classé dans différents types. Donc, on a eu trois cas comme ça et on a vu donc cette différence de perception via des entretiens avec ces personnes. Euh, Ensuite, on a pu observer une corrélation entre le focus des projets et leur mode de gouvernance. Donc, typiquement, des projets qui s'intéressent plus à des problèmes territoriaux vont essayer de les traiter via une gouvernance partagée, tandis que des projets plus axés sur la recherche vont tendance à avoir un fonctionnement un peu plus hiérarchique. Et enfin, donc, tous les projets rencontrent des défis opérationnels similaires, principalement liés au temps, au financement, mais aussi à la coordination. Donc, essayer de maintenir les différents partenaires et acteurs motivés et actifs tout au long du projet. Voilà, donc les quatre groupes nous permettent d'avoir une image globale de ce qu'on trouve dans Tetrae, mais il y a des dynamiques transversales qui peuvent ajouter un peu de profondeur et qui montrent aussi qu'une typologie ne peut pas toujours tout expliquer.
Et donc ensuite, on a voulu euh, plonger un peu plus en détail dans le groupe de réseau collaboratif, donc le dernier que je vous ai présenté. Euh, Ce groupe-là était intéressant pour nous parce que c'est en fait des dispositifs qui évoluent très dynamiquement pour aller souvent vers des modèles d'agro-living lab un peu plus ambitieux et transformateurs. Euh, donc, leur dynamique et leurs évolutions sont rapides et visibles au moment où j'ai réalisé mon stage. Donc, on a choisi 3 cas issus de ces réseaux collaboratifs, mais de différentes régions, abordant différentes thématiques et disciplines, présentant différents écosystèmes d'acteurs. Donc voilà, ça montre aussi l'hétérogénéité interne au sein d'un même groupe statistique. Donc le premier groupe que je voulais vous présenter, c'est celui du projet TFC en Occitanie, et plus particulièrement du territoire d'Ariège avec leur projet alimentaire territorial qui est coordonné par le PETR. Euh, ce PAT d'Ariège a pour but d'aider les collectivités locales à remodeler leurs systèmes alimentaires locaux, donc typiquement en jouant sur les chaînes d'approvisionnement plus courtes, sur une alimentation plus saine ou sur un lien plus fort entre agriculteurs et citoyens. Et donc ce territoire-là est particulièrement dynamique. Ils ont créé notamment récemment une caisse commune alimentaire, la CAMPA. Il y a également un démonstrateur territorial qui s'appelle Dynamo. Et ici, les chercheurs interviennent principalement via TFC, plutôt comme facilitateurs où ils aident à apporter un cadre théorique aux différentes initiatives locales ou à structurer les discussions des différents acteurs impliqués localement. Et donc, ça se fait surtout via TFC qui s'intéresse au rôle des communautés dans les transitions agroécologiques et qui s'est intéressé au PAT d'Ariège un peu comme un cas d'étude au sein du projet. Le second cas que j'aimerais vous présenter nous amène dans les forêts du nord-est de la France, où on retrouve le projet Perceval, euh, avec l'Association des hommes et des arbres qui ont lancé la Bourse des arbres, qui est une plateforme pour valoriser les services écosystémiques forestiers en mettant en relation des propriétaires forestiers privés, des citoyens, des entreprises ou des municipalités qui sont tous intéressés pour le financement et la cogestion d'arbres et de parcelles forestières dans la région Grand Est. Comme les forêts sont des sujets complexes et assez sensibles, certains propriétaires étaient d'abord hésitants à joindre le projet et craignaient peut-être la bureaucratie ou le greenwashing. Et donc, une stratégie du projet a été de mettre un gros focus sur la médiation. Ils ont notamment créé un documentaire, des BD, des vidéos YouTube, etc., pour vraiment communiquer sur les services écosystémiques forestiers. Euh, Ce qui a donné lieu à une gouvernance partagée entre un trio opérationnel, donc les chercheurs du Bêta, l'Association des hommes et des armes et l'équipe de médiation du projet. Et donc leur objectif est de produire de nouvelles connaissances scientifiques sur les services écosystémiques forestiers, mais aussi de rendre ces connaissances exploitables et directement compréhensibles pour les acteurs locaux et notamment pour les citoyens. Et donc le dernier cas que j'aimerais vous présenter se passe en région Auvergne-Rhône-Alpes avec le projet Agriora 2050 qui s'intéresse à anticiper l'adaptation de l'agriculture au changement climatique de la région à horizon 2050. Et donc, dans le cadre de ce projet qui est dirigé par l'INRAE et par le pôle d'innovation végétale Végépolis Vallée, des ateliers participatifs ont été mis en place avec des collectifs d'agriculteurs et plus particulièrement avec les animateurs de ces collectifs dans 3 filières, donc l'agroforesterie, l'élevage de moyenne montagne et les grandes cultures. Et donc, au sein de ces ateliers, ils combinent la présentation de modélisation climatique qui ont été réalisées par les chercheurs et ils intègrent aussi au fur et à mesure des expériences menées chez les agriculteurs directement. Et donc, c'est ça qui était particulièrement intéressant dans ce cas, c'est que le projet s'est vraiment ouvert au fil du temps en démarrant avec une logique assez descendante de projets de recherche. Et au fur et à mesure, ils intègrent des propositions d'agriculteurs et qui commencent à faire leurs propres essais dans leur ferme. Voilà. Donc, on voit que même dans un groupe statistique, on a des formats de gouvernance différents, des méthodes de coproduction complètement différentes, des ancrages territoriaux et des rôles de chercheurs aussi qui n'ont pas forcément les mêmes impacts ou portées. Mais finalement, ce que ces cas partagent ici, c'est plus axé sur le processus dynamique d'évolution. Euh, donc, s'il y a quelque chose à retenir du travail que j'ai fait ici sur ce stage, c'est bien que l'innovation ouverte dans l'agriculture n'est jamais linéaire et n'est jamais uniforme. Il y a une vraie diversité de modèles
à chaque fois adaptées aux caractéristiques des territoires et des acteurs impliqués. Enfin, que la gouvernance n'est jamais purement descendante ou ascendante, mais c'est en fait un équilibre entre ouverture et coordination avec chercheurs et partenaires. Euh, sur la coproduction de connaissances, on se rend compte en fait qu'elle peut arriver vraiment de plein de manières différentes. Dans certains cas, ça va être les acteurs locaux qui formulent les questions, et dans d'autres, ils vont travailler dans des cadres scientifiques. Euh, et ça, c'est même aussi amené à changer, à évoluer en fonction des besoins et des envies de chacun. Enfin, le fait d'être ancré dans les réseaux locaux, ça peut permettre d'avoir un peu de légitimité aussi sur les actions menées localement, et ça donne également accès à des ressources. Mais ça peut aussi amener certaines contraintes, comme par exemple la mise à l'échelle des, des innovations produites sur un territoire et adaptées à ce territoire-là. Et donc ces contraintes peuvent être surmontées en établissant des liens au-delà du territoire. Et c'est notamment ce qu'essaie de faire le programme Tetrae en mettant en lien différents projets à l'échelle nationale. Et un des points les plus clés concernant les agro-living labs, c'est que partout, la confiance, la facilitation et l'apprentissage continu et mutuel font vraiment la différence. Et c'est vraiment la clé de ce type de projet de co-innovation. Il y a bien sûr des limites à cette étude à garder à l'esprit. Donc tout d'abord que les dispositifs et les projets étudiés ici sont encore relativement jeunes et évoluent extrêmement rapidement. Euh, il y aura d'ailleurs une étude qui sera menée normalement à la fin du programme Tetrae en suivant la même méthodologie qui a été présentée ici pour voir un petit peu cette évolution. Donc ça va être intéressant aussi à suivre. Euh, euh, la continuité elle-même de ces genres de dispositifs dépend souvent d'une ou de quelques personnes motivées, ce qui peut les rendre un petit peu fragiles aussi. Et la nature cyclique et assez court terme des financements de manière générale dans la recherche favorise pas vraiment les relations à long terme et les changements progressifs qui sont vraiment nécessaires en fait pour le fonctionnement d'un agro-living lab. Enfin, donc là, on vous a présenté une typologie préliminaire, mais déjà, elle est extrêmement spécifique à Tetrae. Et ensuite, elle doit être interprétée avec prudence et pas comme des boîtes fixes, parce que les boîtes elles-mêmes sont amenées à changer, à évoluer, et les projets également à changer de boîte, euh, pour ainsi dire, en fonction de leur évolution et de leurs objectifs et méthodes changeantes. Enfin, un point un peu plus général, c'est que dans la littérature, il y a toujours pas d'accord sur une définition commune d'agro-living lab, ce qui peut créer un peu de flou autour de ce concept-là. Euh, voilà, donc la terminologie en elle-même est souvent mal comprise, ou en tout cas comprise différemment en fonction de qui l'aborde. Et enfin, donc la mesure d'impact ne faisait pas partie de mon stage et de cette étude, mais c'est vraiment essentiel pour essayer de comprendre si ces dispositifs vont entraîner réellement des changements ou non, que ce soit socio, écologique ou économique. Donc ça aussi, ce sera intéressant d'aller regarder ça sur le plus long terme. Donc pour une brève conclusion, donc là c'est un résumé illustratif qu'on a mis à la fin de mon rapport de stage que je peux d'ailleurs vous transmettre si ça vous intéresse, sous la forme d'un article scientifique. Et donc, les agro-living labs, dans le cadre de Tetrae, sont extrêmement diversifiés, sont en pleine évolution et profondément ancrés dans leur territoire. Leur véritable potentiel est vraiment dans leur dimension collective, donc qui est de rassembler différents acteurs ayant des connaissances, des expériences et des intérêts différents, mais pour essayer de relever des défis communs sur des sujets alimentaires et environnementaux à l'échelle d'un territoire. Et leur nature qui est assez émergente et leur trajectoire toujours évolutive souligne aussi des incertitudes euh, qui vont nécessiter une étude minutieuse sur le plus long terme sur ces projets. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien, merci Maëva. Ben voilà le fruit de 6 mois de travail. Comme ça vient d'être précisé, l'idée c'était absolument pas d'attribuer des bons et des mauvais points et de mettre les projets dans des boîtes, mais vraiment d'avoir un panorama de la diversité des formes d'organisation et des pratiques, sachant que, comme vient de le rappeler Maëva, on est à mi-parcours du programme, hein, donc on a tout à fait conscience de la dynamique qui se met en place et de son évolution d'ici fin 2027.